Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, un point de la situation. Le Covid-19 apparaît il y a environ 5 mois, on va dire au mois de décembre, vraisemblablement début décembre en Chine, et n'est officialisé qu'à la fin décembre, voire début du mois de janvier, où on apprend à une échelle globale qu'en effet une pandémie est en cours, pour l'instant localisée à Wuhan, mais elle est là, et puis qu'on peut commencer à s'y préparer ou non. Après 5 mois, nous sommes hier à environ 3,1 millions de cas à une échelle planétaire, avec environ 218 000 morts. Et 3,1 millions de cas officiels. Des gens disent que c'est beaucoup plus, vraisemblablement c'est juste, il y a beaucoup plus de cas que cela. Mais nous sommes en train d'apprendre ce qui se passe au niveau de ce virus et surtout au niveau de la maladie. Plus nous apprenons, plus il me semble qu'il faut être d'une humilité totale par rapport à notre niveau de connaissance. Quand je dis d'une humilité totale, c'est-à-dire que si des personnes, qui que ce soit, viennent avec des affirmations extrêmement précises en disant que c'est comme ceci ou comme cela, eh bien vraisemblablement vous devez vous en méfier comme de la peste, parce que ce sont soit des gens qui ont un agenda, qu'il soit politique, financier, scientifique quelque part, mais tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que on ne sait rien. On a encore énormément à apprendre. La plupart des gens sont encore dans la phase de déni par rapport à la maladie, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se réfugier dans les rapports plutôt optimistes, pour d'autres plutôt les rapports alarmistes. Mais le processus d'ajustement à la maladie et aux contraintes sociales que ça représente, aux contraintes professionnelles, au changement d'environnement, on est encore dans une phase de déni. Lapsus intéressant. Maintenant, en termes de ce qu'on peut observer, finalement, quand je dis qu'on est en train d'apprendre, on ne sait même pas quel est véritablement le taux de mortalité. Et je reçois des rapports de toutes parts et il me semble que le meilleur rapport que l'on puisse faire, c'est de regarder quelle est la mortalité en excès par rapport à la mortalité naturelle au niveau d'un pays, au niveau d'une ville, au niveau d'une région. Et tout ce que l'on peut voir, parce que j'entends encore une fois des rapports qui viennent m'expliquer que, en fait, le taux de mortalité serait plutôt de 0,1, 0,3%. Il y a des gens qui parlent de 5%, de 7%, de 3%. On n'a en fait aucune idée. Le chiffre qui me semble le plus approprié aujourd'hui, c'est de regarder quel est le taux de mortalité naturelle et de voir quel est le taux réel de mortalité en ce moment à l'aune du Covid-19. Et ce que l'on peut dire, c'est que, je prends l'exemple de New York. Alors, évidemment, New York, c'est une ville qui est particulièrement touchée. Le taux de mortalité à New York est d'environ 1000 personnes par semaine. L'année passée, ou il y a 2 ans, meurent à New York environ 1000 personnes par semaine. Or, si je regarde, on a atteint des chiffres qui ont touché 20 000 personnes. Donc, si vous voulez, on a un taux de mortalité qui est un multiple des décès naturels à New York. Si je regarde des pays comme la Belgique, par exemple, on est à 2 fois plus de mortalité que la mortalité naturelle. Si je prends l'Angleterre, on est à peu près à 15 000 morts par semaine et on passe à 19 000. En France, on passe de 10 000 à 18 000, donc 2 fois plus que la mortalité naturelle dans le pays. En Italie, on passe de 5 500 à 21 000, ce qui est énorme. C'est une des plus grosses augmentations à une échelle mondiale. En Espagne, on passe de 8 000 par semaine à 27 600. En Suisse, on passe de 1000 à 1500. Donc, ça vous donne une idée de l'excès de mortalité. Donc, le point que je veux faire, c'est que les gens qui viennent avec des théories, quelles qu'elles soient, vous dire que c'est une grippe, une mauvaise grippe, eh bien, non, ça n'est en aucun cas une grippe.
non. Et ce n'est en aucun cas une grippe, parce que, d'abord, l'humanité n'a jamais été exposée à quelque chose comme ça. Donc il faut rester humble et surtout il faut garder l'esprit ouvert. Il faut s'ajuster. La plupart des médecins aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi est-ce que le Covid-19 s'attaque à autant d'organes, s'attaque, et c'est ce qui me semble le plus marquant, au système circulatoire. Ça provoque une désaturation en oxygène, donc une ischémie des tissus, donc un manque d'oxygénation des tissus, si vous voulez. Et est-ce que c'est dû au fait que les globules rouges sont attaqués et amoindris ou détruits dans leur fonction primaire de transport de l'oxygène par le fait que le virus peut s'accrocher grâce au récepteur CD147 et s'introduire à l'intérieur du globule rouge, alors même que le virus n'a pas la possibilité de se reproduire à l'intérieur du globule rouge. Il n'y trouve pas le matériel nécessaire. Oui, mais s'il peut s'y introduire, est-ce qu'il est responsable des phénomènes de coagulation qu'on observe de plus en plus fréquemment, non seulement au niveau pulmonaire, mais maintenant au niveau veineux? Et je reçois des rapports pas plus tard que ce matin sur les problèmes de coagulation, donc de caillots qui se forment non pas uniquement dans les petits capillaires très petits dans les extrémités non, ça se forme dans des vaisseaux importants. Or, si on a des problèmes de coagulation au niveau de vaisseaux importants, on voit chez des jeunes que ça déclenche des phénomènes inflammatoires qui sont très importants. Chez des jeunes qui ont été testés positifs donc, aux anticorps, qui n'avaient pas déclaré la maladie, mais qui y ont exposé puisqu'ils ont les anticorps, et qui s'apparente à une maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. Ça a été décrit aux États-Unis, c'est décrit en Angleterre, c'est décrit en Suisse. Un des ministres français a même pris la parole en disant que, oui, on avait ce genre de problématique aujourd'hui. Donc vous imaginez bien que si un ministre prend la parole, c'est parce qu'il y est contraint et forcé. Il préférerait vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc ça veut dire que les médecins ne comprennent pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la maladie s'attaque aux cellules endothéliales, s'attaque donc non seulement au système circulatoire, mais s'attaque aussi au système digestif, au cœur, aux reins. Et on ne sait pas quelle va être l'étendue des dégâts provoqués. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui récupéreront très bien, et il y a des gens qui, vraisemblablement, si la fibrose pulmonaire, par exemple, est importante, est-ce que ça déclenchera des kéloïdes, donc des tissus cicatriciels à l'intérieur même des poumons, abaissant la capacité des poumons à fonctionner correctement? Combien de temps est-ce que ça va prendre pour récupérer? Est-ce que les personnes récupéreront? Ça fait 5 mois que ce virus est là et circule à une large échelle dans l'humanité, sur cette planète. Donc on n'a aucune idée. Et comme le disait le monsieur Harlan Krumholtz de l'université de Yale, qui est quand même une des meilleures universités de la planète aujourd'hui, il s'attaque à tout. Et on ne comprend pas quels vont être les effets à long terme. Et quelque part, je me permets un parallèle ici, ça me rappelle un peu le développement dans le domaine militaire, du calibre OTAN. C'est-à-dire c'est un calibre de fusil d'assaut, le fusil mitrailleur, qui est de 5,56. Et le but de prendre un petit calibre, c'est bien sûr d'alléger la munition, d'accord, mais c'est surtout de ne pas tuer l'adversaire. C'est-à-dire que chaque adversaire que vous touchez est gravement blessé, il est mutilé, il est tout ce que vous voulez. Oui, mais il ne meurt pas la plupart du temps. Alors qu'avec un gros calibre, vous allez tuer l'adversaire. Quel est l'intérêt? Quand vous touchez une personne, vous en avez 4 qui ne sont plus des combattants, parce que vous avez la personne que vous avez touchée en face, mais vous avez 3 copains qui doivent s'occuper du blessé, et 2 pour le porter, 1 pour administrer les premiers soins, on va dire. Et puis, quand vous rapatriez le blessé, eh bien, les gens qui doivent s'occuper de lui, ce sont des médecins, ce sont des nurses, ce sont des physiothérapeutes et autres, qui vont l'aider à se réhabiliter par rapport aux blessures
blessures qu'il aura eues, mais ce sont des gens qui ne fabriqueront pas de munitions et de nouvelles armes. Donc l'idée, c'est de faire un calibre qui ne tue pas, mais qui invalide la capacité de l'ennemi à produire l'effort de guerre. Et quelque part, si je retranspose ça au Covid aujourd'hui, et je nous laisse, à nous de nous faire notre opinion, eh bien, je remarque une chose, c'est que ça tue un petit nombre de personnes, mais ça va vraisemblablement laisser invalide un nombre croissant d'individus qui auront été touchés. Si maintenant des jeunes gens sont touchés a posteriori et déclenchent des maladies inflammatoires sévères et des maladies du système vasculaire sévères, eh bien, ça risque d'être un peu la même chose. Ça va mettre à mal nos économies sur le long terme. En tout cas, ça va nous affaiblir dans notre capacité, non pas à riposter contre la maladie, mais à être, j'allais dire, non pas des adversaires, mais des gens qui, économiquement parlant, peuvent répondre à une attaque venant d'une économie plus forte que la nôtre. Je pense bien sûr aux Chinois, mais je pense à d'autres économies, à la compétition économique qui se passe chez nous. Donc, encore une fois, à vous, je ne pense pas qu'il y ait, encore une fois, un complot délibéré là derrière, mais c'est peut-être tout simplement une stratégie qui vise à utiliser un pathogène tel que l'humanité n'en a jamais connu jusqu'ici, qui va affecter toute une série d'organes et surtout affecter notre capacité de maintenir nos économies en fonction telles qu'on les a aujourd'hui. Et ça touche, comme je dis, tous les organes. On a même maintenant aux États-Unis toute une série de rapports au niveau dermatologique, à tel point qu'ils ont appelé ça le COVID toes, c'est-à-dire les doigts de pied COVID, où vous avez en surface du doigt de pied ou des parties de la peau qui sont touchées comme de petites engelures. C'est un peu comme si vous aviez été exposé au froid, que la peau avait gelé, et ensuite derrière il y a une nécrose avec les tissus deviennent grisâtres et puis voilà, ça provoque aussi chez les gens qui sont affectés par ça des éruptions, donc des grattements, des démangeaisons, voilà, c'est le COVID toes. Mais apparemment l'effet le plus marquant aujourd'hui, c'est quand même l'effet au niveau des globules rouges, au niveau de la coagulation, et ça pose en effet de graves interrogations auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui. La désaturation en oxygène du système sanguin, est-ce qu'elle est due au fait que les globules rouges ne remplissent plus leur fonction quand ils ont été pénétrés par le virus? Pour l'instant, on ne sait pas. On a des présomptions, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est dû justement au fait que le virus peut rester à l'état latent, par exemple, dans certains globules rouges, en ayant utilisé le CD147, donc le récepteur CD147? On ne sait pas. On sait une chose, par contre, c'est que le CD147 est utilisé par le virus pour pénétrer à l'intérieur de vos lymphocytes T, donc dans les T-cells, qui ont un rôle, qui sont un des 3 vecteurs, si je peux dire, de votre système immunitaire. Donc, si le virus peut s'introduire et endommager vos lymphocytes T, on va se retrouver devant une déficience, une immunodéficience, une déficience de votre système immunitaire qui est très comparable finalement au HIV, au sida. Et ça développera un syndrome d'immunodéficience, non pas acquise, mais du fait du virus. Et c'est un des mécanismes par lequel le sida va faire les dommages auprès des personnes qui sont infectées. Donc on ne sait pas. En plus, on reçoit maintenant de Chine aussi des rapports qui disent qui ont fait des parallèles, des corrélations entre le niveau de coagulation donc non voulu dans l'organisme et le pronostic. Et on s'aperçoit que c'est 2 choses qui sont très corrélées. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de coagulation, votre pronostic est très mauvais à terme. Donc, voilà.
Donc, est-ce que les dommages vont être très étendus ou non? Est-ce qu'ils vont être permanents ou non? On ne sait pas. Et dans un grand nombre de mes correspondants, je reçois des questions, évidemment, et je vous remercie. Continuez, s'il vous plaît, à m'envoyer vos questions, n'hésitez pas. Donnez-moi votre avis aussi sur ce que vous observez. Mais une des questions qui revient le plus souvent, c'est quand est-ce que la vie pourra-t-elle reprendre comme avant? Quand est-ce que nous aurons la possibilité, après cette pandémie, de reprendre notre vie comme avant? Je ne veux pas être anxiogène. Je ne veux pas être une personne qui amène... non, l'idée, c'est pas de faire peur aux gens. L'idée, c'est de prendre, hors contraintes politiques, financières, scientifiques ou autres, beaucoup de données, d'en faire une synthèse globale et puis de se dire quand est-ce qu'on pourra reprendre notre vie comme avant? Je serais tenté de vous dire pas avant plusieurs années. Pour une raison qui est toute simple. La première, c'est que quand est-ce que vous souhaiterez véritablement vous retrouver dans une foule, dans un concert où tout le monde danse, transpire, chante, crie quand est-ce que vous voudrez vous retrouver dans une situation comme celle-là? Il y a certaines personnes qui, au nom de leur liberté individuelle, se diront, allez, je m'en fiche complètement, j'y vais. Oui, mais une majorité d'individus se diront, attendez, on va attendre un peu là. Il faut que l'ensemble soit sous contrôle. On ne va pas prendre des risques inadéquats. Quand est-ce que vous aurez envie de vous retrouver dans un avion pendant 8 heures de vol 2 fois de suite pour aller visiter l'Australie ou la Nouvelle-Zélande en partant de l'Europe? Je ne sais pas. Peut-être que certains voudront le faire parce que c'est plus fort que tout. Oui, mais une majorité d'individus se diront non, moyen, quoi. Et nous devrons répondre à un certain nombre de questions avant que la vie puisse reprendre comme avant. Et ces questions, quelles sont-elles? Il va falloir répondre, déjà, aujourd'hui, on ne sait même pas combien de personnes infectées sont sur la planète. Il y a des gens qui vous disent que c'est 30% de la population d'un pays, d'autres qui disent 5 à 7%. Et ils arrivent avec des chiffres, ils sont absolument sûrs de leur fait, mais on voit une université comme Stanford qui nous publie un truc qui est démonté par d'autres universités immédiatement. Et vous devez toujours vous rappeler d'une chose, c'est qu'il ne faut pas chercher à confirmer votre postulat de départ, il faut réussir à utiliser les chiffres de façon, j'allais dire, impartiale. Parce que, en anglais, on dit lies, damn lies and statistics. C'est-à-dire mensonge, foutu mensonge et statistique. En français, on dit la statistique est la grande sœur du mensonge. On fait dire aux chiffres ce qu'on a envie de leur faire dire. C'est pratiquement une évidence. Donc, il faut répondre à des questions. On ne sait pas combien de personnes sont infectées à la surface de la planète. On ne sait pas quel est le taux de mortalité, si ce n'est ce que je viens de vous expliquer, à savoir ce que je viens d'expliquer, la mortalité en excès. C'est ça que nous devons, à mon avis, c'est le chiffre le plus sûr aujourd'hui que nous puissions utiliser. Maintenant, quels sont les symptômes? Eh bien, nous nous apercevons qu'il y a plus en plus de symptômes que l'on découvre au niveau cutané, au niveau cardiaque, au niveau circulatoire, donc du système circulatoire, au niveau des pathologies, au niveau des reins. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des pathologies rénales, donc que ça affecte le système rénal. Bref, ça affecte un peu tout. Quels sont les organes touchés? On vient d'en parler. Est-ce que les dommages générés seront permanents? En combien de temps est-ce qu'on va récupérer? Est-ce que les personnes qui ont un problème au niveau, par exemple, pulmonaire, avec une fibrose du fait d'une coagulation importante au niveau des poumons, vont récupérer en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, de quelques années, ou est-ce que se formeront des kéloïdes, donc des tissus cicatriciels qui ne, finalement, s'évacueront jamais, provoquant un dommage permanent de la fonction pulmonaire? On n'a aucune idée. Principe de précaution, quand on n'a aucune idée, on reste humble et on ne fait pas de plan à long terme sur c'est très important. Maintenant, est-ce que l'immunité sera de court ou de long terme?
aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des gens qui parlent d'une immunité long terme, oui, mais il y a des gens qui nous parlent d'une immunité qui tient quelques semaines. Et les rapports qu'on reçoit d'Asie aujourd'hui, en particulier, qui ont un peu plus d'avance dans le phénomène de la pandémie, nous disent qu'après 2 mois, 30% des gens testés ne sont pas immunisés. Donc ça veut dire, est-ce qu'on va atteindre l'immunité sociale que recherchent par exemple des pays comme la Suède ou d'autres? Il y a de fortes chances que... aujourd'hui, on ne sait pas. C'est un pari qu'on fait sur le futur. Comme un investisseur qui investit dans un titre, il se dit, je pense que la société va bien fonctionner, donc j'investis, puis avec un peu de chance, je gagne. Oui, mais si l'immunité sociale, la herd immunity, l'immunité collective n'est jamais atteinte, parce qu'on s'aperçoit qu'au minimum 30% des gens, et je rappelle, il faut 80% des gens qui sont immunisés pour que l'immunité sociale stoppe la propagation de la maladie. Donc, est-ce qu'on y arrivera? Écoutez, on n'a aucune idée. On ne sait même pas quelle est la charge virale à laquelle nous devons être exposés pour développer la maladie. Est-ce que quelques virus suffisent à provoquer la maladie dans sa totalité, ou est-ce qu'il faut une charge virale importante? Est-ce que notre propension à attraper la maladie dépend de l'état de notre système immunitaire à la base? On ne sait pas. On n'a aucune idée. On ne sait même pas si les aérosols peuvent véhiculer efficacement la maladie quand on est à l'extérieur ou quand on est à l'intérieur. Quelle est la charge virale dont vous avez besoin pour attraper le Covid-19? On ne sait pas. On ne sait pas le nombre de patients, le pourcentage de patients asymptomatiques. Je ne vous parle même pas ici de seconde infection. Je me suis risqué à en parler parce que j'avais été exposé au rapport qui parlait de ça dès le début mars, donc il y a 2 mois. 2 mois. Et j'ai été censuré par tout le monde et tout, extraordinaire d'une certaine façon. Comme m'a dit un de mes amis médecins, il m'a dit « Pascal, si tu as été censuré de cette façon, c'est que tu devais délivrer un message utile au plus grand nombre. Pas utile aux intérêts financiers ou aux intérêts politiques, mais utile aux êtres humains. » Eh bien, la seconde infection, de plus en plus de personnes en parlent. Est-ce que ça se fera sous forme d'une réelle infection avec redéveloppement de la maladie, ou est-ce que le virus est latent encore à l'intérieur des personnes qui ont été infectées et, comme on le voit chez des jeunes, développent des maladies liées à des inflammations du système vasculaire ou autre? On ne sait pas. Maintenant, vaccins. Alors les vaccins, encore une fois, c'est l'avenir. Surtout les nouveaux types de vaccins basés sur de l'ARN qui va donc dicter à votre système immunitaire les anticorps à produire. C'est vraisemblablement le futur de la vaccination, oui, mais ça n'a jamais été utilisé dans l'histoire de l'humanité jusqu'ici. Jusqu'ici, on vous expose à une variante, moins agressive du virus, et c'est votre système immunitaire qui va fabriquer les anticorps, qui va fabriquer une réponse immunitaire adéquate. Maintenant, dicter au système immunitaire comment il doit produire tel anticorps ou tel autre par de l'ARN qu'on injecte en direct, entre guillemets, à l'intérieur de votre système immunitaire, de vos cellules, c'est une technologie fabuleuse, mais elle n'a jamais été utilisée jusqu'ici. Et est-ce que les soins antiviraux seront efficaces? Alors, oui, ils le sont, dans la mesure où on les utilise dès la première phase de la maladie. Il est clair que quand vous donnez de l'hydroxychloroquine ou de la quercétine et du zinc à des gens qui sont en phase terminale, ça ne peut pas fonctionner. L'idée même de l'antiviral, c'est de commencer le traitement tôt pour éviter l'augmentation de la charge virale dans votre organisme. Et c'est ce qui va faire en sorte que vous aurez peu de complications, parce que la charge virale est moins importante. Si la charge virale est... D'où mon effarement quand je vois
des rapports de gens qui sont censés être des top spécialistes qui viennent nous dire qu'ils ont administré ces antiviraux à des gens qui étaient déjà intubés sous ventilateur, donc en respiration artificielle, et que ça n'a pas très bien marché. Ben, évidemment, on donne ça aux gens qui démarrent. Et le point que je veux faire ici, c'est que les antiviraux sont des médicaments, à l'image de l'hydroxychloroquine, qui sont très bon marché. Par contre, les technologies, la biologie moléculaire qu'il est nécessaire de maîtriser pour mettre au point des vaccins efficaces basés sur de l'ARN sont des technologies très onéreuses. Et il y a beaucoup de gens qui, par exemple, parlant du Dr Fauci, le conseiller de Donald Trump et son gouvernement, qui dit que d'ici la fin de l'année, nous aurons un virus. Il l'a dit à plusieurs reprises. Mais c'est de la science-fiction. Les essais cliniques nécessaires à la validation d'un vaccin comme celui-là vont prendre une année et demie. Qui voudra servir de cobaye dans le cadre de nouveaux types de vaccins qui n'ont jamais été testés sur l'humanité et qui, même pour beaucoup de gens, vont être utilisés pour nous mettre des nanotraceurs et ceci et cela. Encore une fois, les théories du complot, oui, on peut imaginer ça. Moi, j'y crois pas trop parce que c'est vrai que les personnes qui seraient à l'origine de l'utilisation d'une pandémie comme le Covid-19, pour mettre sous contrôle les populations, pour les asservir, les contrôler, etc., le jour où ça s'avère être une réalité, ces gens-là seront jugés. C'est un suicide politique, c'est un suicide social pour tous les gens qui seront là derrière, c'est une évidence. Ils seront jugés par des tribunaux, pour peu qu'on trouve un juge suffisamment courageux aujourd'hui pour faire autre chose que d'appliquer la procédure plutôt que de juger le fond, donc faire autre chose que d'appliquer la forme, mais juger le fond. Pour ça, il faut des gens courageux. Mais le jour où ça s'avère être exact, tous les gens qui auront fait une chose comme ça sont morts, d'un point de vue social et politique. Donc, je reviens à ma question. Quand est-ce que nous vivrons comme avant? Eh bien, je crois que il va falloir apprendre à vivre dans un environnement qui présente de nouveaux risques. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'humanité? Parce que l'humanité, au cours de son histoire, a quitté le rift africain il y a 50 000 ans, pour faire simple, 60 000 ans, et elle a appris au gré de son exploration du monde et de sa conquête de tous les environnements dans lesquels nous sommes installés aujourd'hui, à assumer et à gérer de nouveaux risques. Quand les premiers humanoïdes sont arrivés en Europe, eh bien, le premier risque, c'était de mourir d'hypothermie dans la tempête de neige. Il neige pas très souvent dans le rift africain, soyons clairs. Donc, on a appris à s'habiller, on a appris à construire des maisons et on a appris à dominer un environnement qui comporte des risques différents de ceux auxquels nous étions habitués. Eh bien, l'être humain est le champion de l'adaptation. Aujourd'hui, nous devons intégrer ce nouveau risque et apprendre à le gérer. Le problème qu'on a, c'est évidemment que nous n'avons pas de leader, nous avons des gérants. Les gérants sont parfaits pour gérer la vie quand elle se déroule au cours d'un long fleuve tranquille. Mais ils ne sont pas adaptés aux situations de crise. Aujourd'hui, le manque de décision de nos gérants est mis en évidence par la situation de crise dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de leaders qui vont nous imposer les gestes réflexes, le port du masque, le port de gants éventuellement quand vous allez au supermarché et que vous touchez des surfaces qui potentiellement ont pu être contaminées. C'est une certaine distanciation sociale. On ne va plus pouvoir se prendre dans les bras, se faire la bise, se serrer la main comme on a l'habitude, qui sont les fondements même de notre capacité collaborative et du comportement des êtres humains. Oui, il va falloir réapprendre à vivre dans un environnement où les risques sont différents. Donc, nos habitudes telles qu'on les a eues dans une première phase de la vie, pour moi, qui est 56 ans maintenant, eh bien, je vais devoir tout simplement réapprendre à vivre un peu différemment. Maintenant,
On devra aller tester, évidemment, cet environnement. Je vois beaucoup de pays qui parlent de réouverture des écoles, par exemple. En même temps, alors même que on décrit les pathologies inflammatoires du système vasculaire des enfants, il n'y en a pas trop pour l'instant. Mais on a ce genre d'histoire qui nous arrive, comme je l'ai dit, des États-Unis, d'Angleterre, de France, de Suisse, pour ne citer que 4 pays. Eh bien, est-ce qu'on va rouvrir les écoles maintenant ? Aller tester finalement la validité des théories rassurantes de certains spécialistes ou des théories peu rassurantes d'autres spécialistes avec nos enfants. Alors bien sûr, d'un point de vue politique, et c'est un peu machiavélique, les enfants finalement sont un centre de coût parce qu'il faut les éduquer. Ils ne rapportent rien, ils ne payent pas d'impôts. Donc on peut se permettre d'en perdre quelques-uns pour aller tester la validité du modèle. Mais c'est inacceptable. On ne va pas tester sur le dos de nos enfants sous prétexte qu'ils ne rapportent pas à l'économie la validité des mesures prises pour se rendre étanches aux risques que provoque la pandémie. Faut être fou. Faut être fou. C'est absolument insensé. Soyons clairs, si on veut rouvrir les écoles ou si les politiques acceptent de vouloir ouvrir les écoles, c'est pour libérer les parents pour qu'ils puissent retourner travailler. C'est clair qu'au minimum, un des parents doit rester avec les enfants jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Donc, pendant la première phase de la vie, quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas les laisser seuls. Soit ils sont pris en charge par des babysitters ou de l'école ou ce que vous voulez, et vous pouvez aller travailler. Soit vous ne pourrez pas aller travailler. Or, si vous ne travaillez pas jusqu'à la fin de l'année parce que vos enfants sont là à la maison, que vous devez faire le homeschooling, et que vous devez faire donc l'école à la maison, vous ne payerez pas d'impôts, ou très peu. Et je rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui, nos systèmes politiques dépendent des taxes et des impôts qu'on leur paye. Et ils vont devoir, à un moment donné, diminuer le coût de fonctionnement de l'appareil étatique, parce que si vous ne payez pas d'impôts, alors ils peuvent inventer de la monnaie comme ils le font sur le marché des capitaux, sur le marché financier, en injectant du cash constamment. Oui, mais ça va provoquer aussi un déséquilibre qui va correspondre à un effondrement, à un moment donné, de nos structures économiques. Donc, aller tester le marché en envoyant nos enfants au front pour libérer les parents, pour qu'ils puissent aller travailler et payer leurs impôts, donc continuer à faire fonctionner la machine politique et économique, pour moi, c'est d'une totale irresponsabilité. Alors, je le dis en rigolant, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir gagné le prix Nobel de psychologie ou pour comprendre un raisonnement aussi simple. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.